Karnak en fait est un temple un véritable temple dynastique en fait, qui a été construit au fil des ans et tous les pharaons ont voulu apporter une pierre nouvelle, ce qui fait que ce monument n'a pas un plan totalement homogène. Hein. En ce sens, il est très différent des temples à l'époque ptolémaïque, tels Edfou, Dendera ou Komombo par exemple, qui sont très homogènes, qui ont été construits de façon rapide dans le temps, avec un plan de départ et un monument fini assez rapidement. À Karnak, au contraire, on a des ajouts, des destructions, des remaniements incessants tout au long de l'histoire égyptienne. Les souverains, donc à Karnak, les pharaons, peuvent détruire entièrement des monuments et les remplacer. C'est ce qui s'est fait tout le long du Nouvel Empire. À l'époque ramesside, en particulier, on a des pratiques qui sont un petit peu différentes dans la mesure où on peut, plutôt que de refaire entièrement le monument, on efface le nom du pharaon et on met le nom du nouveau pharaon régnant. Disons que c'est de la politique architecturale à moindre coût puisqu'on a uniquement à changer les cartouches des souverains. Ça se fait également au Nouvel Empire pour certains édifices. L'étude, évidemment, est une étude égyptologique, mais elle permet également de mettre en évidence les graffitis des voyageurs sur les différentes colonnes. Hein. Et l'emplacement des graffitis, souvent, évidemment, permet de mettre en évidence les niveaux d'enfouissement du temple, hein, selon les périodes auxquelles les voyageurs ont pu visiter ce temple. Alors, nous sommes actuellement dans la première cour du grand temple d'Amon-Ré. Donc cette grande cour qui se situe entre le premier pylône et le deuxième pylône. C'est une cour qui est la plus vaste en fait, de l'ensemble du temple. Qui dispose donc une grande colonnade, hein, dont il ne reste qu'une colonne actuelle du règne de Taharqa, de la 25e dynastie, qui a été remontée par la mission française il y a de cela déjà de nombreuses années. Et on peut voir en fait sur les murs latéraux, hein, des colonnes latérales, les niveaux d'enfouissement, hein, du temple au XIXe siècle, avant les premiers grands dégagements qui ont été opérés à cette période. Alors dans cette cour, les travaux qui ont été opérés par le centre franco-égyptien dans les années 60-70 ont porté essentiellement sur la fouille en fait, du dallage et des niveaux inférieurs donc, de circulation avant la remise en place d'un dallage pour le public. Donc ça a permis de voir un petit peu de nombreux emplois qui avaient été utilisés dans le dallage et qui appartenaient à des édifices antérieurs. Ce travail a été effectué après le remontage de cette grande colonne de Taharqa au début du XXe siècle.
La majorité du temple de Karnak et des structures annexes est construite en grès. C'est un matériau qui est très friable et qui s'arénise, qui retourne en sable. Donc c'est une grande difficulté qui se pose à Karnak et sur tous les sites égyptiens construits dans ce matériau. Donc le grès se détériore assez facilement. Donc il y a des produits chimiques qui permettent de redonner une cohésion au matériau. Et la reconstruction et la remise en place des blocs dans la construction est également un procédé qui est important pour la préservation de ces blocs. Une fois que l'étude des monuments en pierre
ont été validées par des études égyptologiques et architecturales. Si les pierres sont suffisamment nombreuses et conséquentes, on les remonte, en fait, on effectue une anastylose dans le musée de plein air, qui est entièrement dédié à ce type de reconstruction, ce qui permet à la fois de redonner un volume à des édifices entièrement détruits, et puis surtout à préserver les pierres, qui sont beaucoup mieux protégées quand elles sont reprises dans des constructions que si elles sont laissées à l'air libre sur des banquettes. Donc après, c'est un jeu entre l'importance du nombre de pierres qui nous restent ou pas, mais dans l'usage veut qu'en fait, si on a une pierre dont on connaît la position dans le temple, on la replace systématiquement, si c'est techniquement possible. On se trouve ici dans le musée de plein air, donc qui est dans l'angle nord-ouest de la grande enceinte de Karnak, et qui est un espace en fait, qui est dédié au remontage et aux reconstructions de monuments. Ces blocs-là, ils proviennent de plusieurs édifices, en fait, proviennent des édifices d'Amésis Ier, il y a eu Toutmosis II, Toutmosis III. Ils sont soit déjà étudiés, soit en cours d'études. Peut-être qu'ils donneront lieu à des remontages plus tard. En tout cas, nous, tous les blocs dont on avait besoin, on a tout sorti d'ici. Et les 80% sont déjà remontés aujourd'hui. Si le monument le permet, si on a suffisamment de blocs, on propose disons, la validation grandeur nature de ces restitutions égyptologiques avec un remontage du monument, donc ce que vous avez ici sous les yeux. Par exemple, c'est un monument calcaire, donc un édifice de Toutmosis III et d'Hatchepsout, qui est en cours de remontage après étude égyptologique. On se trouve ici devant la première paroi qui a été construite. On a donc choisi de construire celle-ci en premier parce c'est la seule qui a un bloc en première assise. Donc la première hauteur de pierre. Tout le reste des parois, il nous manque le premier mètre, on va dire. Donc pour avoir la hauteur précise de l'édifice, on a donc commencé par la seule paroi qui avait l'altitude totale. On voit que les traits sont très très fins. Nous, quand on doit régler l'altitude d'un bloc, c'est au millimètre. Les plans qu'on a au départ ne nous donnent pas cette précision. Donc il faut à nous de définir précisément en fait, toutes les dimensions architecturales en fait, avant la construction pour savoir où est-ce qu'on va placer tout ça, quoi. On a donc commencé par remonter cette paroi, parce qu'on a toute la hauteur d'assise. Il y a un seul bloc, je ne sais pas si vous le voyez là-haut, là, qui est lacunaire, dont on a la photo en fait, au début du siècle, quand il était complet. Un siècle d'altération, il n'en reste que ce petit bout-là. Mais avec un rapport de proportion, on a pu déterminer assez précisément la hauteur de ce bloc, donc la hauteur totale de l'édifice, sous plafond. Grâce à cette hauteur, on a pu ensuite, pour toutes les autres parois, on a pu donc déterminer l'altitude du premier bloc à poser, pour qu'ensuite, au final, on arrive à l'altitude identique de l'édifice. Cet édifice a été démonté, les blocs ont été réemployés, ils ont même été débités pour être réemployés dans d'autres édifices. Donc ils ont été conservés, en fait, même dans l'Antiquité, à différents endroits. Donc tout ça, ça entraîne en fait, des différences dans les types d'altérations en fait, entre les blocs. On voit par exemple là, celui-ci de gauche, en fait, il y a encore des croûtes de sel, de poussière, etc. Il est très différent en fait, de l'état de conservation du bloc juste à côté. En fait. S'ils étaient restés en place, s'ils étaient restés en œuvre à la même position, il n'y aurait pas ces différences-là. En fait. C'est par le fait qu'ils ont été réemployés, ensuite stockés dans des endroits différents, ils ont subi forcément des altérations complètement différentes, quoi. Les restaurateurs vont venir pour unifier en fait, l'aspect de tous les blocs une fois posés, quoi. Donc là, on va aller voir un autre chantier qui est pour l'instant en arrêt, puisqu'on a construit donc, les parois de cette chapelle. Il nous reste à poser les dalles de couverture
dont le bloc qu'on voit là-bas, qui a été ramené en fait de plus de 300 mètres derrière nous. Qu'on a donc traîné sur ce chariot. C'est un gros bloc de calcite qui fait environ 45 tonnes, sur lequel on a encore des fragments à coller qu'on voit devant nous là-bas. Donc l'ensemble des fragments doit être réajusté et recollé sur cette énorme dalle de couverture avant qu'on puisse la poser au sommet de l'édifice. Donc là, nous sommes juste devant la chapelle pour vous montrer l'emplacement en fait, des dalles de couverture. Donc le gros bloc qui va faire, après recollage, une 60aine de tonnes, lui ira au-dessus des poutres en bois qu'on a ici. Ça, c'est des contreforts en fait, pour éviter tout mouvement de la chapelle lors de la pose. Après réglage précis donc, de son emplacement, on pourra poser le grand bloc de linteau, donc il va venir dans l'emboîture qui est juste ici. La difficulté en fait, du réassemblage de ces fragments, ça va être la complexité de la face là, de contact, qui est extrêmement brute avec des recoins dans tous les sens. Enfin, ça va être très difficile de les ajuster. La technique en fait, qu'on va utiliser, c'est utiliser la gravité en fait, pour trouver le bon assemblage. Donc, actuellement, la face est verticale. Donc on ne peut pas utiliser la gravité. Il va falloir lever le bloc, en fait, le mettre sur la tranche pour que la face de contact soit horizontale. Ensuite, avec notre grue, on pourra approcher chaque fragment et trouver son emboîtement en fait, en utilisant sa propre gravité, son propre poids. Et ensuite, une fois précisément réglé, on pourra amener le moindre bloc, donc le linteau, qui lui fait qu'une vingtaine de tonnes, entre guillemets, qu'on posera donc en dernier. On se trouve dans la grande salle hypostyle de Carnac, donc qui est le monument le plus emblématique et le plus connu du domaine de Carnac. C'est un édifice qui a été construit en plusieurs étapes, hein, des recherches récentes par diverses personnes tendent à préciser un petit peu la chronologie de construction de décoration qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imaginait auparavant, avec la mise en place du colonnade central, d'une salle hypostyle telle qu'on la voit actuellement. Donc des travaux qui sont échelonnés probablement entre le 15e et le 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a tout un travail à la fois de recherche architecturale et épigraphique sur cette grande salle, qui est couplé à un travail qui a été effectué il y a quelques années de numérisation 3D, de scan 3D en fait, de l'ensemble de la salle hypostyle, pour obtenir en fait des vues des colonnes, mais d'avoir une seule photo par colonne, qui doit servir à l'étude épigraphique. On s'aperçoit à l'usage que l'étude épigraphique traditionnelle, c'est-à-dire se mettre le nez sur la paroi et travailler de façon traditionnelle, est irremplaçable, mais disons que l'apport de cette nouvelle technologie permet d'apporter de nouveaux outils en fait, à l'étude. La salle hypostyle, en fait, l'épigraphie des pourtours et des murs extérieurs, c'est un travail qui a été effectué déjà il y a de nombreuses années par l'Université de Chicago, qui a continué à travailler sur ce projet. Et depuis quelques années, c'est l'Université de Tennessee, Memphis, Tennessee, qui travaille sur l'épigraphie des colonnes, donc couplée justement avec ce travail de scan 3D.
Dans cette salle hypostyle, on a des phases de construction distinctes qui se sont succédées, et également des phases de décoration avec, pour l'époque ramesside, des phases où certains pharaons effacent ou remplacent les noms de leurs prédécesseurs. Et donc on a des textes palimpsestes qui apparaissent de façon très discrète. Et ça, bon, c'est uniquement l'œil de l'épigraphiste qui permet de discerner et de dissocier un petit peu ces phases de décoration. Le dieu Amon est le dieu principal de Karnak. Au départ, disons, c'est un dieu provincial qui ne va apparaître en fait de façon importante dans le panthéon égyptien qu'à partir du Moyen Empire, et avec les souverains donc, de la 11e et de la 12e dynastie, qui vont prendre le pouvoir à Thèbes et qui vont faire de ce dieu local un dieu national et dynastique, et qui va prendre sa place dans le panthéon en récupérant des théologies et des attributs de diverses divinités, notamment héliopolitaines. Le temple égyptien n'est pas une église, ce n'est pas un lieu dans lequel les croyants peuvent entrer et rendre visite aux dieux. Donc le dieu, à certaines occasions, disons dans le calendrier liturgique annuel, sortait en procession pour être visible à la population. On a notamment deux fêtes importantes qui sont liées au dieu Amon de Karnak. D'une part, la fête de la vallée, où le dieu Amon se rendait sur les sites de la rive ouest thébaine et visitait les temples funéraires de la rive ouest thébaine. Et puis la fête d'Opé, au cours de laquelle Amon rendait visite donc, au temple de Luxor, qui était considéré comme le harem du sud, donc lié au temple de Karnak. Les prêtres qui étaient en charge de ce dieu officiaient au sein d'une hiérarchie très rigide, avec le grand prêtre évidemment qui était le seul à prendre la place du pharaon et pouvoir ouvrir le naos du dieu, le vêtir et lui donner des offrandes. Et puis à côté de ce grand prêtre, toute une série de prêtres divers et variés qui avaient des tâches très particulières, jusqu'au simple prêtre de base, disons, qui était en charge d'amener les offrandes, etc., d'approvisionner le domaine du dieu.
cette chapelle reposoir date du règne de Philippe Aridée. Philippe Aridée était le demi-frère d'Alexandre le Grand. Donc c'est un monument qui est très récent dans l'histoire même de Carnac, hein, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et Philippe Aridée a été considéré, comme Alexandre le Grand et les successeurs qui sont les Ptolémées, ont été considérés comme des pharaons à part entière. Et donc les prêtres ont représenté Philippe Aridée faisant offrande aux dieux sur les scènes de ce monument, au même titre qu'un pharaon antique, Toutmose III, Ramsès II, classique. Et donc sur ce monument en granit, on effectue actuellement des relevés épigraphiques donc de l'ensemble des parois et des textes, inscriptions et décors, en vue d'une publication, de l'étude de la publication du monument. Les scènes en fait, qui sont gravées sur cette première salle représentent en fait toute une série d'offrandes effectuées par le pharaon Philippe Aridée devant le dieu Amon. Donc on a ces scènes d'offrandes sur plusieurs registres. Le dieu Amon évidemment étant le dieu principal de Carnac, et cet édifice abritait sa barque portative. Donc on a ces scènes d'offrandes effectuées devant le dieu. Pour réaliser l'ensemble des facsimilés de cette paroi par exemple, de cette première salle, il faut à peu près un mois pour effectuer le travail de cette paroi, à 2 ou 3 personnes en fait, épigraphistes qui travaillent dans la journée. On effectue en fait sur la paroi même des calques, des relevés à l'échelle 1 sur film plastique, des parois, tout ce qu'on voit, on note évidemment les inscriptions, les décorations, les cassures sur des films plastiques. Ces films plastiques sont ensuite photographiés sur un banc lumineux en photographie numérique, et puis les dessins sont digitalisés sur ordinateur afin d'avoir des copies d'ensemble en fait, de tout le monument. Dans le cas de la grande enceinte d'Amon de Carnac, le temple principal, le temple majeur, évidemment celui qui est consacré à Amon-Ré, donc c'est ce grand temple axé est-ouest. Et tout autour, évidemment, dans l'enceinte, on a d'autres monuments secondaires, des temples de plus ou moins d'importance, des chapelles également secondaires, qui concernent toute une série de divinités. Le temple de Khonsou, le dieu fils de la triade d'Amon et de son épouse Mout, évidemment, qui est au sud. Également le temple d'Opet, qui est un sanctuaire osirien. Et puis toute une série de chapelles consacrées au culte d'Osiris, chapelles qui remontent au 1er millénaire avant Jésus-Christ, et donc qui ont essaimé tout le secteur nord et nord-est du temple de Carnac. Également au nord, on a le temple d'Opta, qui se situe à l'extérieur de la grande enceinte d'Amon, lorsqu'il a été construit sous la 18e dynastie, et qui a été inséré par la suite dans la grande enceinte de la 30e dynastie. L'étude des blocs épars qui parsèment le site de Carnac, c'est un travail qui est très long. Chaque secteur est étudié en fonction des problématiques des uns et des autres sur telle ou telle période historique. Donc, on se trouve actuellement donc, devant le temple d'Opta, alors qu'il se situe au nord du grand temple d'Amon, hein, en bordure de l'enceinte actuelle que vous voyez derrière, de l'enceinte en briques crues, qui date de la 30e dynastie. Donc, le temple lui-même a été construit au Nouvel Empire sous Toutmose III. Il se situait à cette époque-là à l'extérieur de l'enceinte, et puis donc, il a été englobé plus tard, donc à la 30e dynastie, à l'intérieur de l'enceinte. Alors, sur ce temple, on a un programme assez complet donc, qui a débuté en octobre 2008, qui vise à publier l'ensemble des textes hiéroglyphiques du monument et à effectuer une étude architecturale, un relevé photographique complet également, et la fouille à la fois du monument et de l'ensemble des vestiges qui se situent au sud et en bordure occidentale de l'édifice. Donc dans le cadre de ce programme, on a évidemment une équipe assez variée, pluridisciplinaire.
donc avec des architectes, topographes que vous voyez actuellement sur le chantier, qui relèvent les vestiges et puis les vestiges qui sont mis au jour à l'occasion des fouilles. Des archéologues qui sont actuellement au fond de tranchées, donc vous ne pouvez pas vraiment les voir. Et puis donc des restaurateurs qui travaillent également en ce moment à l'intérieur du temple proprement dit. Donc il faut imaginer, on a un temple qui est un noyau en pierre et tout autour on avait des magasins et des enceintes successives qui se sont développées. Un peu à l'image du grand temple de Karnak où on a cette grande enceinte mais on connaît avant des enceintes ultérieures sur un espace plus restreint. On travaille à la fois en dégagement horizontal pour comprendre tout l'usage d'un espace, mais les sondages nous permettent d'avoir les séquences chronologiques, de voir comment les périodes se succèdent, ou si on a des hiatus dans les périodes, grâce à un élément qui est très important, qui est la céramique, puisqu'on a des formes qui sont typiques à certaines périodes et qui nous permettent d'identifier comme ça aussi les couches d'usage. Donc on se retrouve avec un contexte qui est souvent très limité. Comme vous voyez ici, on a un tout petit espace avec des fours. Ce que vous voyez au milieu sont des fours. Donc certainement une occupation domestique qui est fouillée à plusieurs niveaux. Vous avez un niveau de four plus bas où il y a des trous noirs, là aussi. Et on essaye de comprendre avec finalement des surfaces toutes petites. Et c'est quelque chose qui se fait, on accueille des étudiants avancés qui ont déjà leur master, et avec une équipe d'ouvriers égyptiens traditionnellement utilisés dans le temple. Et disons, en dehors du grand axe du domaine d'Amon, et comme tous ces édifices périphériques, le temple de Ptah n'a pas fait l'objet d'études récentes et poussées, en fait, comme les études ont pu être faites sur le temple d'Amon. Donc c'est à la fois intéressant parce qu'on a un édifice qui est à taille humaine, disons, qui est très intéressant d'un point de vue chronologique parce que il est construit sous Thoutmôsis III et les dernières décorations de textes sont datées du règne de Tibère, donc de l'époque romaine. Donc on a un condensé à la fois historique sur un temple qui, disons, à taille humaine et dont on peut faire une étude dans un temps relativement court. On a le bâtiment monolithique Thoutmôsis III, première construction. On a ensuite, en face de moi, une porte de Shabaka qui correspond à une enceinte, certainement déjà un embellissement du programme. On a une deuxième porte de Shabaka qui est un peu plus loin. On a un petit monument intermédiaire libre, mais la deuxième porte est juste après, à gauche du palmier. On voit qu'il y a des mutations, un petit peu des transformations typologiques avec les accès latéraux. On peut montrer que ce bâtiment qui avait une cour sous Thoutmôsis III, sa cour est couverte. Donc là, on a un beau travail de restauration et puis on change un petit peu l'image du temple tel qu'il existe. Il faut penser également donc, que tout son environnement va changer, notamment à cause de la grande enceinte du temple d'Amon actuel, qui a été beaucoup moins grande. Donc, à l'origine, ce temple était à l'extérieur du complexe d'Amon. On sait que c'est le temple qui est sur la dernière station quand les processions, donc quand les dieux partent en visite à Luxor ou dans d'autres endroits. On sait que la procession revenait sur Karnak et que c'était la dernière station dans ce temple-là. Donc au moment où Thoutmôsis III le construit, on a un temple extramuros qui va se retrouver intramuros avec cette grande enceinte qui est construite et qui est associée à Nectanebo. Alors, de l'autre côté, un peu plus loin, il y a un complexe qu'on appelle Karnak Nord. On a un complexe cultuel avec son téménos, mais vraisemblablement, ce temple s'est vu réduire son propre téménos, son propre domaine, à cause de cette grande enceinte qui vient vraiment tangente
à la face nord du temple. Ça explique peut-être d'ailleurs une des parties de la modification ptolémaïque avec la petite porte latérale qu'on voit, puisqu'il y avait une porte latérale sous Toutmose III de l'autre côté qui est pratiquement condamnée dans l'usage par cette grande enceinte. On voit aussi en contrebas juste de nous là qu'on a des arases en pierre de porte qui marquent manifestement un axe et qui peut-être est en relation avec des monuments qu'on a plus loin là-bas, qui sont aussi des monuments en cours de fouille. Donc on a aussi une région qui était un petit peu inconnue, qui est en train d'être un peu plus compréhensible d'un point de vue topographique, géographique et historique. La pratique d'un temple égyptien est très différente en fait de la pratique qu'on a de nos églises, des mosquées ou des synagogues, puisque c'est un lieu qui est très exclusif, où on rend un culte au dieu ou à la statue du dieu. Mais ce culte, il n'est pas rendu par tout le monde, il est rendu par le prêtre qui est lui-même un représentant de Pharaon. Donc c'est finalement un être divin qui est censé rendre le culte, et il n'est pas ouvert au public. Donc, contrairement aussi à ces belles mises en perspective qu'offrent les temples égyptiens, il ne faut pas penser qu'on a un espace qui se focalise au fond. On a plutôt en fait un mouvement qui est quand le dieu sort, avec une série de portes qui vont l'isoler de l'extérieur. Et on verra en fait que pour le culte au quotidien, on a des accès latéraux. Donc, ce n'est pas du tout une mise en perspective ou en tout cas un espace qui est pratiqué par le public. Oui, nous sommes ici sur le parvis du temple de Ptah, enfin le parvis par rapport à la porte de Ptolémée VI. Et on a une vue en enfilade de toutes les portes qui ont été faites par les souverains qui ont certainement restauré, embelli ce sanctuaire, avec au fond la porte encore ouverte des chapelles, enfin de la pièce principale qui distribue les chapelles du temple de Ptah. Très bien, on est rentré, on se rapproche du plus saint en fait, puisque derrière moi il y a la pièce qui distribue les deux chapelles. Là on est dans la cour qui a été prévue comme une cour par Toutmose III et qui dans le projet ptolémaïque, là juste derrière, va être couverte puisqu'on a des éléments, on a retrouvé des blocs de couverture de cet espace. On voit une surélévation, on a cette corniche très particulière et au-dessus on a une surélévation ptolémaïque avec la fenêtre qui est cette découpe parfaite et si on distingue bien, il y a même une rainure, on sait qu'il y avait un claustrat dans ces fenêtres. Alors on peut en restituer d'autres, on en a une sur l'angle, on en a également dans l'axe. On arrive à ainsi reconstituer la couverture, également par des blocs qu'on a trouvés à l'extérieur et qu'on a restaurés. Ce qui est intéressant, si on revient à Toutmose III, c'est de voir qu'il a utilisé beaucoup de blocs de bâtiments plus anciens. Donc c'est très fréquent parce qu'une structure cultuelle égyptienne, c'est du sacré, même si elle est désaffectée. Et très souvent, on rencontre dans les fondations, ou même dans la construction, mais très souvent dans les fondations, des éléments réemployés de bâtiments plus anciens. Donc là, on a eu la surprise, à la fois dans les chapelles, mais également dans la cour, de découvrir ces grandes dalles en calcaire blanche et qui proviennent d'un édifice plus ancien parce qu'on voit qu'on a des éléments qu'on peut clairement identifier comme des corniches à gorge que je suis en train de nettoyer, sur lesquelles vous pouvez distinguer même le motif des palmettes. Donc là, on a pour le moment une bonne dizaine de blocs, ce qui permet d'ailleurs de restituer un bâtiment d'une certaine envergure. On a également de l'autre côté, au niveau des fondations, deux assises de fondation qui réutilisent des blocs en calcaire et en grès qui sont d'Hatchepsout et de Toutmose III aussi. Donc là, également, un bâtiment, ce qui est très curieux, c'est un bâtiment qui a une durée de vie très courte,
puisque c'est Thoutmôsis III qui réutilise ses propres blocs dans sa construction. Voilà, nous rentrons dans la pièce axiale qui est dédiée à Amon, qui va distribuer 2 chapelles. Alors au nord, on a la chapelle de Ptah qui a donné son nom au temple, et au sud, on a une chapelle dédiée à Hathor et qui a été partiellement détruite. Alors on a la chance au nord d'avoir l'intégralité de la structure, y compris les plafonds, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on n'a plus de plafond. Et dans cette chapelle-là, la structure a été démontée jusqu'à mi-hauteur. Cette chapelle a la particularité, c'est qu'on a retrouvé in situ dans la fouille, enfin pas nous, nos prédécesseurs, cette statue de Sermet qui est pas originaire d'ici. On sait qu'elle vient du temple d'Aménophis III. On a des migrations de statues et d'éléments cultuels dans l'Antiquité déjà. Et elle a été reconstruite in situ ici, ce qui nous vaut un petit peu de fréquentation du temple à cause de toute une série de tourisme mystique, parce que les gens viennent prier cette statue qui est censée être chargée de beaucoup d'énergie.